Bienvenue au Rendez-vous Tech d'Audiophile du vendredi 12 avril 2024. Et oui, comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vues passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous avez eu une belle semaine. Actualités technologiques et scientifiques, astronomiques. Du monde qui ont mélangé ça cette semaine. C'était une semaine d'éclipse totale ici dans ma région, au Québec. Et j'étais pas dans le milieu de l'éclipse totale, mais ça a duré 1 minute 24. Ça a été cool. J'avais pas prévu les quartiers. J'avais déjà vu des éclipses partielles. Et j'avais utilisé la technique des jumelles. Ils en ont pas parlé dernièrement avec... sur une feuille de papier qui fonctionnait très bien. Mais là, j'ai décidé, je me suis pas procuré de lunettes pour voir les quartiers. Bon, je voulais voir l'éclipse totale. Et comme vous le savez, on peut enlever nos lunettes pendant les quelques minutes ou les quelques secondes, selon l'endroit où on est, que dure l'éclipse totale. Et j'avais téléchargé sur mon téléphone une application qui est faite au Québec. Je ne me souviens pas du nom de l'organisme, je pense la Fédération des astronomes du Québec. Mon éclipse, c'est vraiment bien fait et c'est vocal. Alors, t'entends quelqu'un qui dit, OK, l'éclipse a commencé, on est à 1%, 2%, tant de pourcents de totalité. Et puis, ça va t'avertir, OK, là, il y a un petit signal sonore, on peut regarder l'éclipse en enlevant vos lunettes sans danger. Alors, je l'ai utilisé. Et du moment que j'ai eu le petit signal sonore, je suis sorti dehors, j'ai été voir, j'ai pris en photo, c'était pas génial par exemple avec mon téléphone, mais bon, j'ai vu l'éclipse totale pour 1 minute 20 quelques secondes, et après ça, je suis rapidement détourné la vue pour aller voir qu'est-ce que ça donnait, mais je suis un petit peu déçu des photos. Mais bon, c'est un très beau souvenir, et c'est ça qui s'est passé dans ma semaine astronomique. Hey, on commence tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! Rester sous Windows 10 en toute sécurité va coûter cher. Non, pas encore des sous. Le compte à rebours a commencé pour Windows 10. Microsoft en cessera le support en 2025, ce qui laisse 1 an et demi pour se préparer à l'échéance et à la bascule vers Windows 11, ou peut-être 12. Windows 10 aura vécu 10 ans. Le système d'exploitation a en effet été lancé en juillet 2015 et Microsoft en assure le support jusqu'au 14 octobre 2025 exactement. Ensuite, Windows 10 ne recevra plus de mise à jour de sécurité, à moins de mettre la main au portefeuille. L'éditeur propose en effet un programme Extended Security Update, le ESU, comme il l'avait fait pour Windows 7. La différence ici, c'est que le programme ESU concerne certes les entreprises et les organisations, mais aussi les particuliers. Microsoft a révélé le prix de ce service qui consistera à fournir des mises à jour de sécurité sur une base mensuelle. Alors, 61 $, j'imagine américain, la première année, le double, 122 $ la deuxième année. Et le triple, 183 $ la troisième année, soit 366 $ en tout, de quoi financer l'achat de Windows 11. Et si une licence ESU est souscrite durant la deuxième année, il faudra payer pour la première année en plus. Attention, la licence ESU est à acheter pour chaque appareil sous Windows 10. Il s'agit du tarif pour les entreprises. Pour les particuliers, Microsoft a encore le temps de revoir éventuellement les prix à la baisse, j'espère. L'entreprise prévoit ainsi une formule beaucoup plus abordable pour les clients en éducation. 1 $ la première année, 2 $, puis enfin 4 $. Même s'il est prévu pour durer 3 ans, le programme ESU n'a pas été conçu pour être une solution de long terme, ni une extension de support technique. L'objectif est de donner du temps aux utilisateurs pour passer à Windows 11. Le hic, c'est que la nouvelle version du système d'exploitation ne s'installe que sur des PC assez récents. Ils doivent être équipés d'un processeur de 2018 au minimum et d'une puce de sécurité TPM. Windows 10 visait bien plus large puisque les PC sous Windows 7 et 8 étaient compatibles. Il existe donc un bon nombre de PC sous Windows 10 qui ne pourront pas passer sous Windows 11, aussi bien dans les organisations que chez les utilisateurs personnels, d'où la nécessité de proposer à tout ce petit monde une solution afin de ne pas se retrouver avec des passoires de sécurité dès le 15 octobre 2025.
Windows 11, Microsoft bloque les mises à jour si vous utilisez ce logiciel. Selon plusieurs rapports, Microsoft a commencé à bloquer les mises à jour de Windows 11 sur les systèmes où l'application Start All Back est installée. Lorsqu'ils tentent de télécharger la dernière version préliminaire, les utilisateurs sont accueillis par un message d'erreur indiquant que l'application présente un risque potentiel pour la sécurité ou les performances. Et je les cite, cette application ne peut pas être exécutée car elle pose des problèmes de sécurité et de performance sous Windows. Une nouvelle version peut être disponible. Vérifiez auprès de votre fournisseur de logiciels si une version mise à jour fonctionne avec cette version de Windows, indique l'avertissement. Bien que le blocage n'empêche pas Start All Back de fonctionner sur les versions actuelles de Windows 11, il compromet la possibilité de rester au fait du cycle de développement continu de Microsoft. Heureusement, il semble y avoir une solution de contournement, du moins pour l'instant. Certains utilisateurs ont découvert que la désinstallation de Start All Back, la mise à jour de Windows 11, puis la réinstallation de l'application avec un fichier exécutable renommé permettent de contourner la restriction de Microsoft. Le développeur de l'application a reconnu le problème et confirmé que la simple astuce du renommage devrait permettre à Start All Back de passer à nouveau sous le radar de Microsoft. Toutefois, il a averti que les futures mises à jour de Windows pourraient potentiellement briser cette solution de contournement, maintenant que celle-ci a été dévoilée. Le blocage musclé de Microsoft sur Start All Back suscite déjà des critiques de la part d'une partie de la communauté Windows. Bien que l'entreprise ait probablement des raisons de sécurité et de compatibilité pour restreindre certaines applications lors des mises à jour, beaucoup considèrent qu'il s'agit d'un autre cas d'hostilité de Microsoft envers les programmes qui modifient ou remplacent les éléments centraux de l'interface utilisateur de Windows. Peut-être qu'un système plus nuancé qui se contente de signaler les problèmes potentiels tout en autorisant les mises à jour permettrait d'atteindre un meilleur équilibre. En l'état, la ligne dure actuelle de Microsoft qui oblige les utilisateurs à choisir entre les mises à jour de Windows 11 et la conservation de leur configuration préférée du menu Démarrer semble un peu contraire. Windows 11, toujours, donne enfin un coup de boost à son application la plus lente. Quelle application est la plus lente? Windows 11. Le Microsoft Store est au cœur de l'expérience Windows 11 et pour cause, il permet de télécharger facilement un nombre accru d'applications. Naviguer dessus est toutefois loin d'être gage de fluidité. Nous sommes en effet régulièrement confrontés à des temps de chargement qui s'éternisent, notamment au démarrage ou lorsque nous ouvrons des fiches des différentes applications disponibles. Conscient du problème, Microsoft s'efforce enfin d'y remédier. En l'occurrence, les membres du programme Windows Insiders ont accès à un Microsoft Store survitaminé dans la dernière mise à jour. Celle-ci offre des améliorations majeures en termes de performance, assure Sergio Pedri, ingénieur logiciel dédié au Microsoft Store. Je cite, l'écran de démarrage peut désormais être sauté dans la plupart des cas et le lancement de l'application semble beaucoup plus rapide, ajoute-t-il, de quoi contenter les utilisateurs de Windows 11 lassés par la lenteur de ce store. En charge de l'architecture du magasin d'applications, Rudy Wee fournit de son côté des chiffres témoignant de ses performances décuplées. Concrètement, les pages d'application se chargent en moyenne 40% plus rapidement grâce à la mise à jour. Le bouton Acheter apparaît désormais 1,5 fois plus rapidement, les développeurs ayant optimisé la façon dont l'application gère les droits et les licences. Comme évoqué plus haut, le lancement du Microsoft Store est en outre plus rapide. Une optimisation bienvenue tant ce dernier pouvait parfois mettre du temps à se mettre en route. Vous pouvez observer les performances décuplées du magasin d'applications dans les vidéos de démonstration partagées par le cadre de Microsoft. Pour le moment, ces optimisations se cantonnent aux chaînes Canary et Dev réservées aux insiders. Elles sont toutefois bientôt disponibles en version stable pour le commun des mortels, assure Rudy Wynn, qui promet même d'autres changements à découvrir. En attendant, on en profite pour vous rappeler qu'il est désormais possible de jouer à des jeux directement depuis le Microsoft Store. iOS 17.5 va permettre l'installation d'apps depuis le web
en Europe. Le side-loading est désormais une réalité sur l'iPhone, enfin presque. Il faut être basé dans l'Union européenne pour en profiter et avoir installé la première bêta d'iOS 17.5. D'après du code débusqué par des gens de MacRumors, Apple avait annoncé mi-mars l'arrivée de cette fonction que les utilisateurs de Mac, de Windows, d'Android et tous les autres systèmes d'exploitation modernes connaissent bien depuis toujours, puisqu'il s'agit d'autoriser l'installation d'une application depuis le site web de l'éditeur. Cette ouverture obtenue au forceps par la Commission européenne dans le cadre du règlement sur les marchés numériques, la DMA, suit de près la possibilité de proposer des boutiques alternatives sur l'iPhone. C'est possible depuis iOS 17.4, mais à l'heure actuelle, personne ne s'est encore lancé sur ce créneau. Et pour cause, Apple encadre très sévèrement le fonctionnement des boutiques tierces et du side-loading. Les critères et conditions imposés par le constructeur sont drastiques, au premier rang desquels les fameux frais pour les technologies de base qui imposent aux développeurs ayant dépassé 1 million d'installations de payer une dîme de 50,50 € par installation supplémentaire. En ce qui concerne le side-loading, il risque bien de ne pas y avoir beaucoup de candidats non plus dans un premier temps. Pour qu'un développeur puisse distribuer une app iOS sur son site web, il faut qu'il soit membre du programme Apple Developer depuis 2 ans et avoir eu au moins une application ayant dépassé le million d'installations dans l'Union européenne sur les 12 derniers mois. Quand même, une fois que la demande aura été validée par Apple, le constructeur fournira une API spécifique. Ces conditions ne font les affaires de personne et surtout pas de la concurrence qui affirme être empêchée de se lancer. Apple fait d'ailleurs partie des contrôleurs d'accès avec Meta, Amazon et Google qui font face à des enquêtes de non-conformité menées par Bruxelles. Les émulateurs de jeux rétro enfin autorisés par Apple. Un changement de taille pour les amateurs de rétro gaming qui s'accompagne d'un autre rétro-pédalage du constructeur à destination des applications de streaming Spotify en premier lieu. Le petit jeu un peu idiot du chat et de la souris entre Apple et les émulateurs de jeux prend fin. L'App Store a toujours refusé les applications qui permettent d'émuler les anciens jeux, même si ces utilitaires sont tout à fait légaux. C'est surtout la manière dont on se procure les ROM des jeux en question qui naviguent en eau trouble. Il a toujours été possible d'installer des émulateurs sur l'iPhone, que ce soit par le biais du jailbreak ou en utilisant des méthodes moins invasives à l'image d'Alt Store. Ces bidouilles sont enfin chose du passé depuis le changement des guidelines de l'App Store. L'article 4.7 de ce guide, de ces règles consacrées aux mini-applications, mini-jeux, jeux en streaming, autorise en effet les applications d'émulation de consoles rétro qui peuvent proposer de télécharger des jeux. Souvent, chez Apple, le diable se cache dans les détails. L'entreprise précise ainsi que le développeur est, je cite, responsable de tous les logiciels proposés dans l'application, y compris leur conformité avec toutes les lois applicables. Ces règles pourraient limiter les émulateurs aux plus grands éditeurs, ceux qui possèdent toujours les licences de leurs anciens jeux. L'iPhone deviendra-t-il la machine ultime du rétro gamer? Eh bien, cela reste à voir, car dans ce domaine, Android a une sacrée longueur d'avance. Google autorise en effet les émulateurs sans bargouiner. Ah. Néanmoins, pouvoir installer un émulateur sur son iPhone ou son iPad sans se prendre la tête, voilà ce qui va changer la vie de bon nombre de joueurs. Si la règle ci-dessus s'applique dans le monde entier, la prochaine ne concerne que l'espace économique européen, toujours l'Europe. Les applications de streaming de musique vont pouvoir afficher un lien ou un bouton vers leur site web pour informer les utilisateurs de l'existence d'autres moyens pour s'abonner. Ils pourront également demander le courriel des utilisateurs pour leur envoyer le fameux lien. Eh bien, ce changement est le résultat direct et très concret. La grosse amende de 1,8 milliard d'euros infligée par l'Union européenne à Apple en début mars. Le constructeur qui entend faire appel de cette condamnation a été reconnu coupable d'abus de position dominante en empêchant Spotify et les autres applications de streaming d'informer les utilisateurs sur les différentes manières de s'abonner. Google veut remplacer les JPEG par un nouveau format.
Depuis sa création, le format JPEG est synonyme de photographie numérique et d'images sur Internet. Il est couramment utilisé pour sa capacité à réduire considérablement la taille des fichiers. Cependant, cette compression vient avec son lot de compromis, une perte de qualité et l'apparition de défauts sur les photos qui s'accentuent à chaque réenregistrement de l'image. Face aux limites du format JPEG, Google a entrepris de trouver une solution qui pourrait réconcilier efficacité de compression et intégrité de la qualité. L'entreprise, reconnaissant les besoins des utilisateurs de conserver des images de haute qualité sans pour autant sacrifier l'espace de stockage, a développé une technologie qui pourrait bien résoudre cette équation. La solution proposée par Google se nomme JPEG LI. Ce nouveau format promet une amélioration significative de la compression des images JPEG, atteignant jusqu'à 35% de réduction de taille par rapport aux méthodes traditionnelles, tout en minimisant la perte de qualité et les défauts dus à la compression. L'innovation de JPEG LI réside dans son approche de la compression qui intègre des techniques avancées issues du développement du JPEG XL, un format encore plus récent et performant. Grâce à ces méthodes, ce nouveau format parvient à réduire le bruit tout en préservant davantage de détails dans les fichiers de taille réduite. Cette prouesse technique est d'autant plus remarquable qu'elle maintient une compatibilité totale avec les encodeurs et décodeurs JPEG existants, facilitant son adoption sans devoir modifier les infrastructures web actuelles. Au-delà de la simple réduction de taille, JPEG LI s'attaque aux problèmes de longue date associés au format JPEG, tels que la dégradation de la qualité à travers les multiples sauvegardes et la gestion inefficace des nuances de couleurs et des détails fins. En permettant une compression plus intelligente et respectueuse du contenu visuel, ce format ouvre la voie à des images de meilleure qualité sur Internet. Pour améliorer l'autonomie, Android 15 aurait une solution très astucieuse. Google serait en train de concocter une fonctionnalité très intéressante sur Android 15 pour améliorer l'autonomie de nos appareils tout en améliorant leur sécurité. La version Developer Preview 2 d'Android 15 regorge de petites fonctionnalités qui, mises bout à bout, pourraient en faire une mise à jour importante de l'OS mobile de Google. De l'envoi de messages par satellite, en passant par la nouvelle barre d'état ou encore une nouvelle façon d'afficher le réglage du volume, les nouveautés ne manquent pas. La dernière trouvaille en date concerne donc le temps pendant lequel l'écran reste allumé lorsque vous ne le touchez pas. Sur Android 14, vous pouvez déjà régler cela en vous rendant dans le menu Paramètres, Affichage et délai de mise en veille de l'écran. Vous pouvez ici choisir plusieurs durées allant de 15 secondes à 30 minutes. Tout en bas, vous pouvez aussi retrouver l'option Regard sur écran, disponible depuis le Pixel 4, qui utilise la caméra frontale pour détecter si quelqu'un regarde l'écran. Si cela est le cas, l'écran ne s'éteindra pas. En revanche, Android n'offre pas encore la fonction inverse. Cela pourrait changer avec Android 15, qui introduirait une fonction capable de réduire automatiquement le temps d'écran allumé. Ainsi, si vous avez réglé le temps d'écran sur 1 minute et que vous ne regardez l'écran que 10 secondes, eh bien, le système d'exploitation serait capable de le détecter et de l'éteindre avant la fin du délai préétabli. Quand même, un bon moyen de réduire le temps d'écran qui reste la première source de consommation d'énergie. L'autre bénéfice concerne la sécurité. En effet, cela évitera que des personnes indiscrètes ne regardent votre écran lorsque vous avez le dos tourné. Notez que le code qui a permis de repérer cette option dans le Developers Preview 2 laisse entendre qu'elle fera plutôt partie de l'interface Android 15 pour les appareils Pixel et pas dans la version open source AOSP. Réponse à l'automne, période pendant laquelle la version stable du prochain OS mobile de Google est attendue. Vous n'en pouvez plus des vidéos et des Reels sur Facebook? Eh bien, mauvaise nouvelle. Que l'on évoque les Reels, les vidéos classiques ou encore les vidéos live, difficile de ne pas sombrer dans l'enfer du scroll, comme on le fait d'ailleurs sur Instagram, sur TikTok ou même sur YouTube, qui ont adopté ce même procédé. Aujourd'hui, Meta annonce une nouvelle mise à jour pour booster encore davantage la vidéo. En effet, à compter de la prochaine mise à jour de Facebook,
lorsque l'on lancera une vidéo sur le réseau, on profitera d'un nouveau lecteur plein écran, orienté en mode portrait verticalement donc. Ce dernier disposera également de nouvelles commandes qui seront déployées au cours des prochaines semaines, permettant d'ajuster divers paramètres, y compris de pouvoir basculer en mode paysage. Et je cite, « Nous présentons un nouveau lecteur vidéo sur Facebook qui regroupe les Reels, les vidéos plus longues et le contenu en direct en une seule expérience attrayante en plein écran », indique Meta sur le blog officiel. À l'heure actuelle, ce nouveau lecteur vidéo est en cours de déploiement aux États-Unis et au Canada uniquement. Meta promet une disponibilité dans le reste du monde dans les prochains mois. Et comme l'objectif de Facebook est de nous faire consommer toujours plus de vidéos, et en dehors du nouveau lecteur, le réseau proposera des recommandations de vidéos plus pertinentes, quelle que soit leur durée dans le fil d'actualité et dans l'onglet vidéo. Enfin, Facebook confirme sa volonté de mettre toujours plus de Reels en avant dans ses recommandations pour répondre à la demande croissante de ce format. L'objectif de Meta avec cette mise à jour est de faciliter la consommation de vidéos pour les utilisateurs et d'aider les créateurs à atteindre un public toujours plus large. Rappelons au passage que Facebook a tout récemment ressuscité une fonction phare des années 2000. On en a parlé dans les épisodes précédents, à savoir l'historique Poke. En effet, au lancement du réseau, les utilisateurs avaient la possibilité d'échanger des Poke, une fonction qui était progressivement tombée dans l'oubli, mais qui existe toujours. Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. Amazon fait volte-face pour ses magasins sans caisse. En 2016, Amazon secouait le petit monde de la grande distribution en dévoilant sa technologie Just Walk Out. Dans les magasins bardés de caméras et de capteurs en tout genre, les clients peuvent librement glisser des articles dans leur sac puis repartir sans avoir passé à la caisse. Bien sûr, ils sont facturés de leurs achats, mais le processus est automatisé, en partie grâce à l'intelligence artificielle. 2 ans plus tard, Amazon ouvrait au grand public une première supérette Amazon Go équipée de ce système. Depuis, cette technologie a essaimé dans cette petite chaîne de magasins présente aux États-Unis, dans les épiceries Amazon Fresh. La moitié en sont équipés. Une poignée d'emplacements comme des stades. Mais Just Walk Out a du plomb dans l'aile. En mars 2023, le géant du commerce en ligne fermait 8 Amazon Go sur 29, en affirmant toutefois ne pas renoncer à cette technologie. Mais est-ce vraiment le cas? Le groupe a confirmé une indiscrétion du site The Information, annonçant que les magasins Amazon Fresh équipés du système, il y en a plus qu'une vingtaine aux États-Unis, allaient l'abandonner. Il faut dire que cette infrastructure n'est pas donnée. Les équipements installés dans le magasin ne suffisent pas. Comme l'a révélé la publication l'an dernier, Amazon emploie aussi une armée de sous-traitants en Inde, plus de 1000 personnes, pour vérifier à la main les achats des clients. Just Walked Out. Sur 1000 ventes réalisées par le biais de cette technologie en 2022, bien 700 auraient fait l'objet d'une vérification humaine. Alors très loin de l'objectif interne d'Amazon, 50 vérifications pour 1000. L'entreprise a toutefois démenti les chiffres avancés par The Information, mais admet qu'il existe bien une validation manuelle pour une petite minorité des visites. Quel qu'il en soit, pour un système automatisé, il y a beaucoup d'interactions humaines qui sont nécessaires. Amazon explique que les associés indiens ont pour mission d'annoter les images provenant des flux vidéo des caméras, un processus nécessaire pour améliorer le modèle d'apprentissage automatique. Just Walk Out ne disparaît pas pour autant. La techno est toujours présente au sein des Amazon Go et dans quelques Amazon Fresh au Royaume-Uni. Mais l'entreprise mise sur d'autres systèmes pour réduire la friction au moment de payer, comme les tags, le fameux tag RFID pour les vêtements, ou encore ces chariots Dash Carts équipés d'un écran et d'un scanner. Brave lance son assistant IA sur iOS. Le navigateur Brave, doté d'un bloqueur de publicité et de tracker intégré, est à l'origine d'un assistant d'intelligence artificielle appelé Léo. Il arrive désormais sur iOS. Sur les iPhones et iPads, Léo veut montrer l'étendue de ses capacités et hérite de fonctionnalités clés.
En plus de résumer des pages web ou des vidéos, il peut répondre à des questions sur le contenu qu'il lit, générer de longs rapports, traduire ou réécrire des pages, écrire du code et transcrire des contenus vidéo ou audio. À ces fonctions de base pour un assistant IA, Brave ajoute une fonction de transcription voice to text pour éviter d'écrire des requêtes sur son clavier. La version mobile pour iOS permet aussi à Léo de résumer différents types de fichiers, dont les PDF. Enfin, l'assistant Léo s'intègre à Google Docs et Google Sheets pour améliorer la productivité des utilisateurs. L'assistant de Brave intègre toujours différents modèles de langage LLM, dont Mixtral 8X7B, c'est tous des noms qui me disent rien. Claude, je connais Claude. Instant d'Anthropic et Llama 2.13b de Meta. C'est un peu technique. Léo fonctionne par défaut avec Mistral 8X7B, mais les utilisateurs sont libres de choisir un autre LLM ou de passer à Léo Premium. Cette version payante donne accès au moteur plus puissant, mais elle coûte quand même 15 $ américains par mois. Enfin, Brave rappelle que la confidentialité reste l'une de ses priorités avec l'assistant. Les discussions se veulent privées, sécurisées, et Léo n'enregistre pas les échanges pour former les modèles de langage. De plus, il n'est pas nécessaire de créer un compte utilisateur pour utiliser la version gratuite de Léo. Brave Léo pour iOS est disponible pour tous les utilisateurs ayant effectué la mise à jour vers la version 1.63. La firme prévoit un déploiement par étapes au cours des prochains jours. Il est donc possible que l'assistant ne soit pas encore disponible sur votre appareil. Pour l'utiliser, il suffit d'ouvrir le navigateur et de commencer à taper dans la barre d'adresse. Vous pourrez alors sélectionner « Demander à Léo ». Par ailleurs, Léo est une fonctionnalité facultative qu'il est possible de désactiver à tout moment. Brave n'est pas le seul navigateur à lancer son propre assistant d'intelligence artificielle. Opera a également intégré une IA dans son navigateur avec Aria. Elle a été conçue avec OpenAI et dispose d'une interface similaire à celle des chatbots. Tesla va dévoiler son robot taxi. Depuis l'annonce du Master Plan, il y a un an, quasiment jour pour jour, Elon Musk distille des indices de plus en plus appuyés sur son intention de produire rapidement un robot taxi. Dans ce même document, dans la page 22 et 23, il évoque un véhicule de transport de passagers d'un gabarit proche du Cybertruck et qui a pour mission de s'écouler à 163 millions d'exemplaires, soit un peu plus que le pick-up, tout juste commercialisé par le constructeur, un pick-up. En attendant des nouvelles de ce véhicule, de ce robot taxi, Elon Musk a annoncé sur X que ce robot taxi sera dévoilé le 8 août 2024. Un projet qui remonte en fait à 2019. À l'époque, le milliardaire avait promis une mise en circulation 2 millions de ces véhicules l'année suivante, ce qui, bien sûr, ne s'est jamais réalisé. Ici, Tesla présentera bien son robot taxi cet été. Rien ne dit qu'il trouvera rapidement le chemin de l'asphalte. Un robot implique une conduite sans chauffeur. Or, à l'heure actuelle, il existe bien peu d'endroits dans le monde où ce type de véhicule est autorisé. Dans une poignée de métropoles en Chine ou aux États-Unis principalement, et généralement sous la forme d'un test grandeur nature. Le constructeur peut-il accélérer le déploiement des robots taxis alors que ceux de Waymo et Cruise progressent à une vitesse d'escargot? Et Tesla en a les moyens, aussi bien en termes de production que de logiciels, avec les capacités FSD, le Full Self-Driving de ces véhicules. Mais à l'instar de la concurrence, l'entreprise va devoir composer avec ses législateurs et les autorités de sécurité routière qui pourraient bien faire tirer l'oreille pour donner leur feu vert. L'annonce d'Elon Musk est intervenue comme un contre-feu après l'enquête de Reuters qui, en s'appuyant sur des sources internes, a affirmé que Tesla avait abandonné son projet de voiture à 25 000 €. Tout ne serait pas jeté à la poubelle pour autant. La plateforme de production de la fameuse Model 2 servirait à assembler le robot taxi. Bye bye Model 2. Elon Musk a démenti les informations de Reuters en 2019. Il décrivait son système de robot taxi comme un service où les propriétaires de Tesla peuvent inscrire leur voiture sur une plateforme de réservation. Lorsqu'ils ne les utilisent pas, le véhicule pourrait alors servir comme taxi autonome pour transporter d'autres passagers, des courses qui rapporteraient un peu d'argent aux propriétaires. Alors, peut-on imaginer que cette Model 2 sera finalement le robot taxi?
Et parlant de pilotage automatique, autopilote, eh bien Tesla trouve un accord avec la famille de l'ingénieur d'Apple. Toute une histoire. En mars 2018, l'ingénieur d'Apple, Walter Wang, est mort au volant de sa Tesla Model X à la suite d'un accident de la route. L'enquête a révélé que la voiture était en mode autopilote et que l'homme était probablement en train de jouer un jeu sur son téléphone. Tesla a visiblement réglé l'affaire à l'amiable, s'évitant aussi un long procès sur le rôle qu'a pu jouer sa technologie d'aide à la conduite dans le crash. Un document a révélé cet accord en début de semaine, sans divulguer le montant négocié. La Tesla du conducteur avait foncé dans une barrière d'autoroute à 114 km/h au niveau de Mountain View, en Californie. La voiture aurait été trompée par une ligne de voie décrite par les avocats de Tesla comme effacée et presque oblitérée. Le véhicule a alors dévié pour suivre une ligne plus claire sur la gauche avant d'entrer dans une barrière de sécurité. Une des questions primordiales du procès aurait été de savoir si Tesla avait suffisamment prévenu ses clients par rapport aux faiblesses de son autopilote. L'entreprise affirme qu'elle mentionne de manière très claire que les conducteurs doivent toujours avoir les mains sur le volant, ce qui n'était pas le cas de Walter Wang. Dans son manuel, Tesla explique que sa technologie peut ne pas fonctionner correctement lorsqu'elle n'est pas en mesure de déterminer avec précision le marquage ou quand une lumière vive interfère avec la vue de la caméra. Si l'accord de l'affaire Wang n'a pas été validé par un juge, les avocats de Tesla affirment que les deux parties ont signé. Selon le Washington Post, l'autopilote a été en lien avec 700 accidents depuis 2019, dont au moins 19 mortels. Tesla a jusqu'à présent remporté ses procès à ce sujet avec une nouvelle victoire l'année dernière. Le vent pourrait tourner. Le fabricant va devoir faire face à d'autres procès similaires dans les mois qui viennent. Coupez le Wi-Fi de votre téléphone dès que vous sortez. Quelle bonne idée! Devenus des extensions numériques de nos vies, les smartphones sont surtout des appareils connectés à Internet en permanence, avec les risques que cela représente. En effet, cette connectivité constante n'est pas sans risque, surtout lorsque l'on considère la facilité avec laquelle nos appareils se connectent automatiquement au réseau Wi-Fi disponible, à tel point que nos données personnelles sont soumises à des risques de sécurité non négligeables. La connexion automatique à des réseaux Wi-Fi non sécurisés figure parmi les risques les plus sous-estimés. Lorsque votre téléphone se connecte sans discernement à des points d'accès, il peut involontairement partager des informations sensibles avec des réseaux potentiellement malveillants. Les cybercriminels exploitent ces failles pour accéder à des données privées allant des mots de passe aux informations bancaires. En laissant votre Wi-Fi activé en permanence, vous fournissez également une carte de votre parcours à quiconque serait intéressé. En se connectant successivement à différents réseaux publics, votre téléphone peut divulguer votre position géographique en temps réel, posant ainsi un risque pour votre sécurité personnelle. Bon, il faut en prendre, il faut en laisser, mais bon, c'est quand même intéressant. Pour contrer ces menaces, eh bien, la solution la plus évidente consiste à désactiver le Wi-Fi lorsque vous n'en avez pas besoin, particulièrement en dehors de votre domicile. Je trouve que c'est une bonne idée. Ce geste simple empêche votre téléphone de se connecter automatiquement à des réseaux potentiellement dangereux et réduit considérablement les risques de fuite de données. Mais outre la désactivation du Wi-Fi, il est conseillé de supprimer les connexions à des réseaux non essentiels et d'opter pour des solutions de sécurité additionnelles telles que l'utilisation de VPN lors des connexions à des réseaux publics, genre dans des cafés. Ces mesures, bien que basiques, constituent une première ligne de défense robuste contre les violations de données et autres menaces. Soulignons au passage que la désactivation du Wi-Fi permet aussi d'économiser la batterie de votre téléphone. Un petit bonus bienvenu. Ah, les disquettes. Avez-vous connu les disquettes? Hein? Les fameuses disquettes 3,5, 5 pouces et quart? Hein? Connaissez-vous ça, les disquettes? Je vais avoir votre âge avec ça. 3 disquettes, eh bien, font tourner le métro de cette ville depuis 26 ans. En 26 ans, la technologie a fait des bonds. Seulement, le métro est une infrastructure trop lourde pour envisager des mises à jour rapides.
Des milliers de personnes en dépendent pour leur trajet et toute interruption du service est une décision à prendre en dernier ressort. C'est pourquoi le système de métro de San Francisco s'appuie encore sur une technologie vieille de bientôt 50 ans. À l'occasion d'un reportage sur la modernisation des transports en commun de San Francisco, ABC7 a fait cette découverte surprenante. En plein dans la Silicon Valley, là où les plus grandes innovations technologiques de ces dernières années ont vu le jour, les ingénieurs d'entreprises comme Apple se déplacent en ville en empruntant un métro alimenté par d'antiques disquettes. Ce sont ici des disquettes de 5 pouces et quart qui sont employées pour faire tourner le système de contrôle automatique des rames. Installé en 1998, ce système était à l'époque dernier cri, affirme l'autorité des transports de San Francisco. Pourtant, la première disquette de 5 pouces et quart a été mise au point en 1976 et en 1998, le CD était déjà un format largement répandu. Alors, depuis 26 ans, les agents de la SFMTA chargent tous les matins le logiciel de contrôle des trains depuis ce type de disquette sur des ordinateurs dépourvus de disques durs. Et je cite, « La disquette est l'un des composants du système de contrôle à l'intérieur des tunnels, explique-t-il. Notre système de métro qui fonctionne à l'échelle de la ville comporte de nombreux éléments, précise un agent auprès de ABC7. Interrogé sur la fiabilité du système, il affirme que tout n'est qu'une question de risque. Je cite, « Pour l'instant, le système marche très bien, mais nous savons qu'avec chaque année, le risque de dégradation de la disquette augmente. » Et qu'à un moment, il y aura une catastrophe. On ne peut pas faire une copie de la disquette, explique l'agent des transports. Difficile d'estimer leur durée de vie exacte, mais ce type de disquette peut généralement fonctionner pendant 10 à 20 ans, parfois plus lorsque stocké dans des conditions idéales. Malgré la taille ridiculement grosse des disquettes de 5 pouces et quart, ces systèmes low-tech pourraient toutefois avoir ses avantages. Dénués d'éléments modernes d'informatique, les ordinateurs contrôlés par des disquettes sont à l'abri des menaces de cybersécurité qui explosent actuellement. Alerte aux déchets électroniques. Un rapport de l'ONU réalisé par l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche et l'Union internationale des télécommunications confirme malheureusement que nous produisons un volume sans précédent de ces déchets, 62 millions de tonnes en 2022. Chaque individu produit en moyenne 7,8 kg de déchets électroniques par année. Cela représente une hausse de 82 % par rapport à 2010 et ce volume pourrait atteindre 82 millions de tonnes d'ici 2030. La comparaison est frappante. Le poids représenté par ces déchets est l'équivalent de plus de 100 000 avions qui formeraient une ligne ininterrompue de New York à Athènes ou de Nairobi à Hanoï. Ces déchets, qui vont des petits objets quotidiens comme les cigarettes électroniques aux appareils plus volumineux comme des écrans de télévision, posent de sérieux risques environnementaux et sanitaires en raison de leur contenu en métaux lourds, plastiques et autres substances toxiques. Le gros problème pointé par le rapport, c'est le faible taux de recyclage des déchets électroniques. Seulement 22 % de ces derniers ont été correctement traités en 2022, un chiffre qui devrait même décliner à 20 % d'ici la fin de la décennie. L'écart entre la croissance rapide de la production de ces déchets et les efforts de recyclage est vraiment préoccupant. Le problème est exacerbé dans les pays en développement où les infrastructures de gestion de déchets électroniques sont particulièrement défaillantes, avec des taux de recyclage et de collecte avoisinant les 1 % en Afrique. L'Europe se distingue par les taux de recyclage les plus élevés, à 40 %, bien que ce soit la région où la production de déchets par habitant est la plus élevée. À l'opposé, en Asie, malgré une production massive, peu de pays disposent de législation adaptée à la gestion de ces déchets. L'ONU appelle à une action immédiate pour renverser cette tendance inquiétante. K.S. Baldé, qui est l'auteur principal du rapport d'Unitar, souligne l'incapacité du recyclage actuel à satisfaire plus de 1 % de la demande en éléments de terre rares, essentiels dans de nombreux appareils électroniques. Le rapport recommande d'investir dans le développement d'infrastructures de recyclage, de promouvoir la réparation et la réutilisation des appareils et de renforcer les capacités des pays en développement pour traiter efficacement ces déchets. L'ONU veut également mettre un terme aux transferts illégaux de déchets électroniques, mais cela nécessitera une action coordonnée à l'échelle mondiale. Est-ce qu'on va y arriver?
Alors j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Si vous avez des suggestions d'actualité, des commentaires, vous voulez m'envoyer un message audio ou simplement me payer un café, eh bien c'est très simple. Vous trouverez tous les liens sur linktr.ee/audiophile. Il y a même une section nommée Docu, le rendez-vous tech d'Audiophile intégral avec l'ensemble des références web ou liens URL. Et je vous remercie de m'avoir prêté vos oreilles pendant l'écoute de cet épisode. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié le contenu. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde!